Ich glaube, niemand vom Organisatorenteam hätte gedacht, dass wir so pünktlich sind, aber tatsächlich kann ich jetzt ganz pünktlich den nächsten Programmpunkt anmoderieren. Im Vorfeld bat mich Patricia Klobuczynski, Sie alle drei, die hier auf der Bühne sitzen, in einem Halbsatz vorzustellen. Das werde ich jetzt versuchen. Emmanuelle Bayamakhtam ist bekannt für ihre schneidend ironischen Romane über Frankreichs Gegenwartsgesellschaft. Die deutschen Ausgaben ihrer Romane erscheinen im Sezessionsverlag. Christian Růžička ist der Verleger des Sezessionsverlags und Übersetzer aus dem Französischen. Und Sie ahnen es schon, auch Übersetzer von Emmanuelle Bayamakhtam. Er hat mehrere Romane von ihr übersetzt, zuletzt Sommerjungs, in diesem Frühjahr erschienen. Und Patricia Klobuczynski muss ich hier wahrscheinlich nicht vorstellen. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Übersetzerinnen aus dem Englischen und Französischen, war von 2017 bis 2021 die erste Vorsitzende des VDÜ, des Verbandes der deutschsprachigen ÜbersetzerInnen. In ihrer Übersetzung erschien 2020 Arkadien und jetzt übergebe ich an die Autorin, ihren Übersetzer und ihre Übersetzerin. Viel Spaß. Achso, und noch eine kurze Info nach diesem Panel. Gibt es eine kurze Pause, dann sind Sie auch eingeladen, nochmal am Büchertisch zu gucken oder an die Bar zu gehen. Und um 21 Uhr geht es dann hier mit der Republik der ÜbersetzerInnen weiter. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Solveig. Funktioniert das jetzt? Ja. Wunderbar. Also ich freue mich sehr, dass wir heute Abend alle zusammenkommen und ich freue mich auch ganz besonders, dass Emmanuelle Bayamakhtam heute in aller Frühe losgeflogen ist aus Paris und ich genieße den Abend bisher sehr und deswegen werde ich auch eine Formulierung vom Jelinek-Podium wieder aufnehmen. Christian Růžička ist nämlich tatsächlich die deutsche Stimme von Emmanuelle Bayamakhtam und ich bin einmal eingesprungen zu meiner großen Freude, um den Roman Arkadien zu übersetzen. Und das war für mich ein großes Glück, weil ich die Autorin bisher kaum kannte. Sie war mir nur ein vager Begriff. Und ich kann das schon mal vorwegnehmen. Es ist ein Vergnügen, diese Autorin zu übersetzen, weil sie eine unglaublich sinnliche und anschauliche Erzählweise hat und dabei hochpolitische Themen verhandelt. Also eine sehr, sehr glückliche Übersetzung von gesellschaftlichem Bewusstsein in eine literarische und erzählerische Sprache. Und wir werden nachher vielleicht ein bisschen näher auf die Dynamik eingehen, aber meine erste Frage geht jetzt an die Autorin, chère Emmanuelle. Est-ce que cela vous étonne, est-ce que cela t'étonne d'avoir deux traducteurs et traductrices en allemand? Est-ce que tu préférais avoir une voix en allemand? Alors bonsoir, merci à vous d'être là. J'avoue que je ne me suis pas posé la question. C'est vrai que j'avais l'habitude finalement que ce soit Christian qui est mon éditeur, mais aussi mon traducteur. J'avais l'habitude finalement de dialoguer avec lui au sujet des textes. Mais le fait qu'il t'ait confié la traduction d'Arcadie ne m'a pas surprise. Alors, je me suis dit, peut-être à tort, que c'était parce que le texte lui semblait plus difficile et plus aride, peut-être que mes précédents romans, mais au fond, je ne sais pas. Pourquoi tu l'as confié à Patricia, ce texte-là? Il n'est certainement pas aride. Aber merci beaucoup, Emmanuelle, parce que das ist die Frage, die ich dir jetzt gerne stellen würde, Christian. Wie war das für dich? Ich weiß gar nicht mehr genau, warum du mir diesen Text anvertraut hast. Es kann nicht nur Zeitnot gewesen sein, denn wer mir eine Übersetzung anvertraut, bekommt diese Übersetzung selten schnell zurück. Aber wie war das damals für dich? Also ich hatte im Kopf, dass du immer schon Emmanuelle übersetzen wolltest. Also du hast ja immer darum gebettelt, ich möchte auf jeden Fall mal Emmanuelle übersetzen. Und also, soweit ich mich erinnere, ist es tatsächlich so gewesen, dass ich an einem anderen Projekt gearbeitet habe und nicht noch zusätzlich dieses Buch übersetzen konnte, es aber dringend in der Reihenfolge der zu publizierenden Bücher haben wollte. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, da muss ich auf jeden Fall jetzt abgeben, weil ich es zeitlich gar nicht schaffe. Und ich war extrem froh, dass du es dann machen wolltest.
Ja, das stimmt. Also ich sagte, dass ich mit Emmanuel Baymaktam gar nicht so viele Berührungspunkte hatte vor dieser Übersetzung. Ich habe vergessen, ich hatte den ersten Roman, den du übersetzt hattest. Denn also Christian hat die Autorin für den deutschen Markt entdeckt und das zu einem Zeitpunkt, als es noch sehr mutig war, also eine so eigenwillige Schreibweise mit Themen, die heute jetzt in aller Munde sind, aber damals ja noch gar nicht. Also Themen wie Identität, Genderfluidität, Körperpolitik, das war damals Avantgarde in Deutschland jedenfalls. Aber das war die Princesse 2, nicht wahr? Das war Princesse 2 und es gab aber vorher schon, ich glaube bei Ebersbach, comment il est le titre en français? Bonjour les morts ou Guten Morgen? En français, c'était Pauvre Mort. Pauvre Mort und es wurde übersetzt mit, ich glaube, Guten Morgen, die Toten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. C'est ça. Also diese Erstübersetzung von Emmanuel Baymaktam, und da merkt man, wie wichtig das ist. Also welcher Verlag und was der Verlag dann auch tut für eine Übersetzung. Ich habe das, und ich studiere den Markt ziemlich genau, ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ich bin... Avec qui je n'ai eu aucune relation en définitive. C'est-à-dire qu'il y a eu ce premier texte traduit en allemand, mais je n'ai jamais rencontré les éditrices, on n'a pas échangé au sujet de la traduction, donc ça a été une première expérience un peu décevante. Je comprends, et malheureusement, c'est resté confidentiel. À mon avis, le public n'a pas appris que ce livre existait en version allemande, justement. Donc, je suis heureuse de votre rencontre, je dois dire. Et donc, c'est vrai, j'ai adoré La Princesse 2, que j'ai lu en français et j'ai lu dans ta traduction. Et c'est vrai que c'est à cette époque-là. Mais ensuite, il y a plusieurs, also dann kamen ja mehrere andere Bücher, die du alle übersetzt hast. Und auf jeden Fall, also Arkadien, das werden alle im Raum nachvollziehen, die selbst übersetzen. Also wenn ein Text eben so üppig ist, so viele Tonalitäten hat, so klanglich wie in der Anschauung, wie in der Beschreibung, dann ist das auch ein Fest für die Übersetzerin. Ja, ich glaube, es macht insgesamt wirklich große Freude, weil der Reichtum an Vokabular bei Emmanuel Baymaktam, der ist, finde ich, einfach phänomenal. Und es gibt auch, also ich bin auch im Austausch mit französischen Freunden, die sagen, das ist schon teilweise richtig intensiv schwer zu lesen, ne, vom Vokabular her. Und dass man das nicht so weglesen kann. Und ich muss, also wenn ich übersetze, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, da ist schon ziemlich viel, was man auch wirklich nachprüfen muss, weil es einfach sehr, sehr dicht ist und sehr elaboriertes Vokabular. Du hast aber auch, Emmanuel, tu as 2 noms d'écrivains. Oui, alors c'est vrai qu'en France, je publie sous mon nom, Emmanuel Baymaktam, depuis 1996. Et puis, depuis 2013, j'ai un pseudonyme, Rebecca Lighieri, que j'ai adopté en fait pour vraiment assumer mon goût du romanesque. C'est-à-dire que quand je publie sous pseudonyme, ce sont des récits plus romanesques, donc moins poétiques et moins satiriques que ce que je fais d'habitude. C'est une écriture plus directe, plus scénarisée. Lighieri, c'est un peu la version pop de Baymaktam. Bon, j'ai l'air de parler de moi à la troisième personne, hein, désolé. Mais du coup, enfin, on en a parlé avec Christian, mais on s'est dit, enfin, il s'est dit à juste titre que c'était quand même plus simple, vu ma faible notoriété en Allemagne, de tout publier sous un même nom. Même si, je répète, pour moi, ce sont 2 écritures différentes et 2 projets artistiques différents. Je comprends très bien qu'à l'étranger, on publie seulement sous le nom de Baymaktam. Und was daran halt, finde ich, interessant ist, es gibt sozusagen nicht nur 2 Stimmen oder 3 Stimmen an Übersetzern, sondern es gibt in der Autorin selbst 2 Stimmen. Est-ce que tu as l'impression que tu donnes à tes au pseudonyme une autre voix? Est-ce que c'est une autre voix qui parle quand tu l'écris? Je dirais pas ça, mais ce que je constate, et c'était mon désir, hein, c'est que je touche un public plus large avec ce que je publie sous pseudonyme. C'est-à-dire que des gens qui finalement ne sont pas dans la littérature, ne vont pas spontanément vers la lecture, arrivent à lire ce que j'écris sous pseudonyme. Donc moi, je me mets pas du tout dans les mêmes... Enfin, j'écris pas du tout de la même façon l'un et l'autre, pour l'un et l'autre nom. Et j'ai un peu oublié ta question. Je dirais pas que j'ai 2 voix différentes, mais en tout cas... j'écris très différemment. Je scénarise beaucoup plus ce que je publie sous pseudonyme, alors que quand j'écris et publie donc sous mon nom, je pars avec 3 fois rien, une image, une phrase, un hémistiche, et ça me suffit pour dérouler le récit. Et pourtant, quand j'ai lu Les Garçons de l'été,
J'ai quand même eu l'impression de retrouver. Entschuldigung. Also als ich die Garçons de l'été gelesen habe, also erst auf Französisch und dann habe ich mich mit Christian auch über übersetzerische Fragen ausgetauscht, am Beispiel des Anfangs, hatte ich schon das Gefühl, also dass alle Qualitäten, die mich bei Emmanuel Bayer-Maktam begeistern, also ich komme wieder darauf zu sprechen, diese Sinnlichkeit und auch diese Musikalität, die finde ich auch bei Rebecca Alighieri. Also und trotzdem verstehe ich, also dass es einen Unterschied gibt, was jetzt die Handlungsstruktur oder den Plot, ne, was man als Plot bezeichnen könnte. Aber ich würde sagen, es ist keine Schizophrenie. Tu peux me traduire? J'ai juste dit que j'ai retrouvé les qualités ce qui m'enchante dans l'écriture d'Emmanuel Bayer-Maktam. J'ai quand même retrouvé donc cette sensualité, cette musicalité, et je trouve que quand je pense à Arcadie, enfin c'est bien construit aussi. Hein, ce n'est pas comme Jelinek Je m'étonne, hein, parce que vraiment, Arcadie, je n'ai rien prémédité. S'il y a construction, c'est presque à mon corps défendant. Mais je la vois maintenant, mais je ne l'avais pas au départ. D'accord, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est le Bildungsroman. Enfin, c'est un Bildungsroman à revers. Oui. Donc, presque tous mes romans sont des romans d'apprentissage. Ouais. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Bei Sommerjungs ist es ja interessant, also es ist eine Familie und jedes Familienmitglied und sehr nahestehende Figuren zu bestimmten Familienmitgliedern sprechen. Es sind Monologe, es ist immer aus ihrer höchst subjektiven Perspektive heraus erzählt. Das Geschehen wird sozusagen beleuchtet durch die Aussagen, die bestimmte Personen zu dem Geschehen machen. Und dadurch werden die Lügenkonstrukte sichtbar, dadurch werden die Perspektiven der anderen sichtbar, sie hebeln sich aus. Und auch da wieder ist der Begriff der Stimme wichtig, weil das sind, anders als bei Arcadie, wo eine Erzählerin ist, die erzählt, was sie erlebt, was sie gesehen hat, ist in den Sommerjungs sind es eben unterschiedliche Stimmen. Also auch da muss man dann gucken, dass das, was man bei Emmanuel Bayer-Maktam sehr liebt, die Rhythmik, die Poesie, den Klang der Sprache, dass das dann jeweils feine Nuancen bekommt. Oder wo, wenn man jetzt an die Familie denkt, wer spricht das Gleiche, was die Mutter spricht? Wer spricht das Gleiche, was der Vater spricht? Also welche Verbindungen gibt es da? Das ist sprachlich schon sehr, sehr interessant. Also, und das erinnert mich jetzt auch an etwas. Also ich muss dazu sagen, dass Christian und ich sind alte Freunde. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, also über 30 Jahre. Und aus diesem Grund hatte ich auch eine Zeit lang das Gefühl, ich möchte gar nicht für ihn arbeiten, um die Freundschaft nicht zu gefährden. Aber zum Glück ist es doch dazu gekommen. Ich übersetze regelmäßig für ihn und das mit großer Freude. Aber es ist gar nicht so einfach, eine Autorin zu teilen. Also ich weiß nicht, ob Sonja Fink im Raum ist, aber ich hatte das Vergnügen, mit Sonja Fink für Christian eine Autorin zu übersetzen, aber das war eben eine gemeinsame Übersetzung. Und im Fall von Christian und von mir war das so, Christian hatte bereits 4 Romane übersetzt und dann kam ich und habe Arkadien übernommen und dann hat Christian mich lektoriert. Und das ist nicht ganz reibungslos abgelaufen. Also ich erzähle gerade vom Lektoratsprozess und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es bei mir gewesen wäre, also du hättest eine Autorin übersetzt, die ich bisher immer übersetzt habe, ich hätte das nicht gut lektorieren können, also ich hätte mich da in den Text reingeschrieben wahrscheinlich. Und bei deinem Lektorat, was ich hochinteressant fand, ist, dass, also ich fand ja 1/3 fand ich großartig, habe ich mit Kusshand übernommen, bei 1/3 habe ich mich gefragt, so what? Das ist dein persönlicher Christian-Geschmack. Und bei 1/3 waren wir richtig, also da lagen wir wirklich richtig auseinander. Und Christian ist so großzügig, dass ich glaube, ich habe einmal sogar zum Telefonhörer gegriffen und gebrüllt. Ja, also so eine schreckliche Person kann ich sein, wenn es um eine Übersetzung geht. Und Christian hat einfach gesagt, Patricia, nimm was
was dir zusagt und nimm das andere eben nicht. Ja, also und das werde ich dir nie vergessen, dafür bin ich dir ewig dankbar, du hättest mir auch die Freundschaft kündigen können. Aber ich wollte dich trotzdem fragen, also als dann meine Übersetzung kam, und also in Etappen, aber wie hast du da für dich die Distanz justiert, also als Lektor und Verleger? Du sprichst jetzt bei der Übersetzung von Arkadi oder von Mavrakakis? Nee, von Arkadi. Okay, also komme ich gleich drauf. Ich finde es ganz interessant, weil du teilst ja mit Frank Halbert auch eine andere Autorin, die ihr gemeinsam übersetzt, das ist auch interessant, dass es da sozusagen 2 Übersetzer gibt, die sich eine französische Autorin teilen, aber eben nicht, dass ihr das an einem Buch macht, sondern ihr übersetzt dann unterschiedliche Bücher. Ihr habt auch eins zusammen für uns gemacht. Ich glaube, diese Zusammenarbeit ging ganz gut. Und ich fand es auch interessant, weil auch Frank Halbert hat mit Sonja zusammengearbeitet an einem Roman. Das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und ich finde die Diskursivität, die dadurch entsteht, eigentlich sehr, sehr spannend. Also das sind ja, man macht ja dann Vorschläge. Ne? Man sagt so, ich habe da das Gefühl, also wie reagiert man auf den Text? Und auf der anderen Seite muss ich natürlich als Verleger, der die Romane rausbringt, die in der Sprache ursprünglich geschrieben worden sind, die ich gar nicht kann, wie jetzt zum Beispiel Polnisch oder Ukrainisch, lektoriere ich auch das Deutsche, ohne die Ausgangssprache zu kennen. Und mir ist es sehr, sehr wichtig, dass also für mein Sprachgefühl mache ich dann Vorschläge an die Übersetzer, ob das nicht auch so oder so heißen könnte. Manchmal sind die Übersetzer dankbar, manchmal nicht, oder die Übersetzerinnen. Und da habe ich aber das sind nur Vorschläge, weil ich das Original ja gar nicht kenne. Ja, und ich weiß ja sozusagen, wie gut du als Übersetzerin bist. Und wenn ich dir dann Vorschläge mache, dann kommen die, weil ich sage, da ist mein Sprachgefühl eher so. Das geht gar nicht um richtig oder falsch, sondern um andere Varianten. Und das war bei Arkadi, war es so, dass ich dann teilweise das Gefühl gehabt habe, ja genau, okay, du würdest sie wahrscheinlich grundsätzlich an bestimmten Stellen anders übersetzen als ich. Und dann haben wir auch gesagt, so, das ist interessant, weil das steht jetzt in einer Reihe von Büchern und es gibt Wiedererkennungsmerkmale. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, der eine Satz ganz am Ende des Buches, L'amour existe, glaube ich, heißt es auf Französisch, das hattest du übersetzt gehabt, wie mit die Liebe existiert oder es gibt die Liebe, ich weiß es nicht mehr. Die Liebe gibt es. Und genau diesen Satz musste ich dann bei Sommerjungs wieder übernehmen, weil die Intertextualität in ihren Büchern, also diese Dinge, die sich wiederholen, dann habe ich mich an dich angepasst und habe in meiner Übersetzung dann in der der gleiche Satz vorkommt als Zitat, genau dich angerufen und gefragt, wie hattest du das übersetzt, was war das? Ne? So, also so, da fängt man dann an, man muss dann schauen, Bücher, die aufeinander aufbauen oder Figuren, das sind ja alle Figuren in Emanuel bei Max Tams Roman, kommen in irgendeiner Schattierung wieder vor, bauen auf. Also man hat dann eine Erinnerung als Leser und das Werk ist immer größer als das einzelne Buch, weil man merkt, okay, das ist jetzt diese Form der Figur, die spielt jetzt in diesem Zusammenhang, die hat diese Funktion und dann haben sie aber sprachliche Merkmale und da muss man dann halt miteinander sehr gut kooperieren können. Ne? Ja, also c'est exactement ça, c'est qu'il y a un ensemble d'œuvres, donc toutes les œuvres que tu écris communiquent, que ce soit Rebecca ou Emmanuel, et c'est vrai que pour te traduire, il faut connaître l'ensemble de ton œuvre, et il faut connaître les traductions donc, de Christian, ou dans ce cas-là, l'amour existe, comment était-ce dans Arkadi, et comment est-ce maintenant dans Les garçons de l'été. Et c'est vrai, j'ai traduit avec Frank Halbert, avec Sonja Fink, avec Myriam Mandelko, avec Brigitte Grosse. Donc j'ai eu beaucoup de chance avec mes partenaires de traduction. Et j'ai toujours beaucoup appris. Et c'était toujours des tempéraments de traducteurs, mais à l'opposé du mien. Et c'est pour ça que, et à mon avis, ces traductions-là sont peut-être les meilleures traductions que j'ai pu faire ensemble avec Sonja. Par exemple, Sonja et moi avons traduit Catherine Mavrakakis avec toutes les deux un regard très très différent. Ça a été un travail fou pour nous deux et je n'oublierai jamais aussi la communication avec Sonja. C'était une très très grande générosité et ouverture parce qu'on n'était vraiment pas d'accord. Alors là, tandis qu'avec Franck ou avec toi, c'était minimal, hein, les différences d'interprétation.
Mais avec Mavroukakis, c'était différent, effectivement. Und wie war das dann, als ich euch beide lektoriert habe? Wie habt ihr das dann gegeneinander nochmal ja, diskutiert? Ja, natürlich. Also wir haben bei jedem Stadium haben wir diskutiert. Das ist auch ein Text, der auch tatsächlich mehrere Durchgänge erforderte und verschiedene Augenpaare sehr gut gebrauchen konnte. Es ist ja auch ganz interessant, finde ich, also jetzt als Verleger, nicht als Übersetzer, aber als Verleger, wenn ich dann mit unterschiedlichen Übersetzern zusammenarbeite, sind die unterschiedlichen Temperamente der Übersetzer und Übersetzerinnen spielen eine ganz wichtige Rolle. Ne? Wie weit geht man in der Diskussion, was kann man ein Spielfeld eröffnen? Es gibt dann Positionen, die sind sehr hart, die lassen sich auf keinen Fall überzeugen von irgendetwas anderem und andere sind sehr viel weicher und sind auch dankbarer. Also das Interessante ist, eine Stimme dann zu finden, wo alle sagen, dann mache ich jetzt meinen Haken dran, das kann in Druck gehen, ist teilweise ein sehr komplexer Prozess. Ja, es ist ein Aushandlungsprozess und deswegen habe ich mich auch so gefreut, tout à l'heure, quand nous écoutions ce podium sur Elfriede Jelinek, parce que là aussi, il y avait les deux. Il y avait donc Sophie André qui traduit seule, et puis nous avions le duo de Magali et Mathilde. Oui. Et je pense qu'il est possible, les deux formes sont possibles, elles sont productives. Mais c'est vrai que quand il y a cet échange et quand il y a ces sensibilités différentes qui doivent s'accorder, que ça enrichit le texte, à mon avis, effectivement. Donc c'est une très belle chose, la traduction à plusieurs voix. Et je pense aussi, puisque nous parlons de voix, que ce n'est pas seulement le cas pour Jelinek, justement, avec chaque texte littéraire est aussi un texte musical. Enfin, si c'est un bon texte, c'est un texte musical. Et donc, chaque traduction est une interprétation. C'est une interprétation et c'est parfaitement légitime. Donc, cette idée, on en avait discuté justement au sujet de Mavroukakis. Et j'ai défendu cette idée que ce serait tout à fait possible que si Sonia a le temps ou si moi j'ai le temps, que nous traduisions aussi à part. Et tu n'étais pas d'accord à l'époque. Je me souviens, quand on en a parlé, tu as dit que quand même le cas idéal, c'est d'avoir une voix pour l'œuvre d'un auteur. Mais est-ce que tu as changé d'avis, enfin, par exemple, en écoutant le podium sur Jelinek? Also ich finde, dass da müssen zwei Menschen schon sehr gut miteinander harmonieren können, ne? Dass das einen Ton bekommt. Ich würde es bevorzugen, dass es von einer Person, man kann sich natürlich dann als Übersetzer immer wieder Hilfestellungen holen, aber ich würde unbedingt von meiner Person als Verleger aus sagen, eine Stimme, also dass man eine Stimme findet gemeinsam, das ist wichtig. Ja. Wenn es da einen Bruch drin gibt, dann das ist ein Bruch, den gibt es im Original nicht. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je défends cette idée. Donc voilà, Christian, il préfère, c'est vrai que c'est l'idéal que l'ensemble d'une œuvre, ça traduit par un traducteur, enfin toujours le même ou la même traductrice, d'accord. Ça, c'est dans le monde idéal, mais mettons comment dit-on, les productions, les conditions de travail ne permettent pas. Enfin, il y a ce rythme de l'édition, ce rythme assez soutenu, enfin, il faudrait en fait pouvoir se consacrer toute une vie à une œuvre, à un auteur. Là, ce serait merveilleux, effectivement, mais ce n'est pas possible au quotidien. Wobei ich meinte jetzt auf ein Buch bezogen. Ne? Also ihr hattet ja zusammen einen Roman übersetzt und umgekehrt würde ich sagen, nein, die Vielfalt an Stimmen, also auch wenn alte Übersetzungen neu gemacht werden, das ist natürlich eine Bereicherung. Ja? Und das kann auch, ich habe zum Beispiel Texte, die liegen mir überhaupt nicht in der Übersetzung, die gebe ich ab. Ne? Da merke ich so, das ist nicht mein Sprachgefühl. Ich weiß, dass der Text toll ist, aber es ist nicht meine Sache. Ja? Und dann gebe ich das an andere Übersetzer sehr gerne ab. Aber ich glaube, es ist um Autor erstmal auf dem Markt zu etablieren, macht es schon Sinn, dass die Leserschaft, die dann nochmal nach demselben Autorennamen greift, auch die Stimme wiedererkennt. Und sich damit, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass dann eine Ebene wiedererkennbar ist. Und es ist ja auch gerade spannend, also wie erzählt diese Autorenstimme jetzt diese und diese Geschichte? Hat man dann
Gibt es da eine Ähnlichkeit? Gibt es da den gleichen Motor? Ist da die gleiche Art von Melancholie, Traurigkeit, Intensität, ja, Witz drin? So ist das wiedererkennbar. Und ich glaube, das macht schon Sinn, dass man erstmal, wenn man einen Autor etabliert, versucht, mit einem Übersetzer oder einer Übersetzerin zu arbeiten. Ja, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ich stelle eben auch fest, dass... je prends un exemple. Non, c'est juste parce que c'est moi qui ai changé d'avis. Il y a quelques années, l'ensemble de l'œuvre de William Faulkner a été retraduit en allemand. Et j'étais un peu choquée parce que Rowohlt avait confié une traduction à Frank Heibert, une autre traduction à un autre excellent Nikolaus Stingel, donc un autre excellent traducteur. Mais je me suis dit, mais non, mais c'est curieux, pourquoi s'ils retraduisent Faulkner, il faudrait alors que Frank fasse l'intégrale, mais enfin Frank était un peu, il ne pouvait pas dédier toute sa vie à Faulkner, tout autant. Et maintenant, j'ai changé d'avis, effectivement, parce que j'ai l'impression que aussi, et ça, voilà ma question maintenant, Emmanuel, est-ce qu'au cours, parce que tu as quand même publié déjà, enfin tu as écrit beaucoup de romans et sous 2 identités, est-ce que tu as l'impression que tu as un ton, enfin que c'est toujours le même ton, ou est-ce que tu évolues comme écrivaine? Oui, alors... Tu n'es plus la même que tu étais il y a 20 ans. Bien sûr. On apprend à écrire en écrivant. Alors, oublions le fait que je publie sous 2 noms. Hein. On va s'en tenir à ce que je publie sous mon nom, hein. Baya Maktam. Il y a beaucoup plus de titres publiés sous mon nom que sous pseudonyme. Alors, une de mes rares prétentions d'autrice, c'est précisément d'avoir un ton que personne n'a. Voilà. De toute façon, c'est même à cette condition-là que j'écris. C'est-à-dire que si je n'avais pas le sentiment que ma langue n'est pas la langue des autres autrices et auteurs contemporains en France en ce moment, je pense que je n'écrirais pas. Donc j'ai cette prétention à la singularité et j'ai le sentiment aussi que mes livres aujourd'hui sont beaucoup plus aboutis que ceux que j'ai publiés finalement à la fin des années 90. Et j'ai eu cette chance d'avoir en France un éditeur extraordinaire, Paul Oczakowski-Laurence, qui m'a laissé faire mes gammes. C'est-à-dire que je pense que lui savait qu'il me laissait publier des romans qui étaient très imparfaits, peut-être, oui, avec des faiblesses, une espèce de forme d'immaturité, parce qu'il savait que c'était précisément en écrivant ces livres qui, voilà, je répète, était un peu inabouti, que finalement j'apprenais à écrire. Et lui, il sentait dès le début qu'il y avait là précisément une voix et un ton singulier. Mais évidemment, j'ai évolué, oui. Mais alors, est-ce que ça te semble plausible que donc ce ton unique que tu as, je suis tout à fait d'accord, hein, je suis tout à fait d'accord. Je trouve aussi que tu écris comme personne d'autre en France, effectivement. Et c'est pour ça, enfin, parce que ce n'est... Enfin, oui, c'est unique, effectivement. Mais je reviens à ma question. Alors, est-ce que ça pourrait quand même te déranger, cette idée, j'ai mon ton unique, mais vers l'allemand, j'ai des interprètes différents? Ouais. Non, de toute façon, bon, moi je ne parle pas l'allemand, comme vous l'aurez compris. Donc de toute façon, je suis obligée de faire confiance à Christian, et je lui fais confiance. J'ai pas les moyens de vérifier la subtilité, la qualité de sa traduction, même si j'ai eu des retours très élogieux. Et je pense qu'à partir du moment où il t'a confié le soin de traduire Arcadie, c'est qu'il a su que tu étais capable de le faire. Donc je suis pas du tout... non, je pense même que c'est bien... que peut-être quand on traduit un même auteur année après année, titre après titre, il y a peut-être parfois des espèces de facilité, de réflexes, de mécanismes qui se mettent en place et qui vont peut-être empêcher le traducteur de voir ce que chaque livre a de singulier et de différent. Mais je ne suis pas traductrice, hein, mais peut-être que parfois on a tendance à être dans des ornières, des rails, et c'est pas mal qu'il y ait plusieurs traducteurs pour un même texte, à mon avis. Non, mais, non, moi, ça me fait plaisir de l'entendre parce que depuis que je traduis, j'ai rencontré plusieurs positions chez les auteurs. Enfin, il y a les auteurs qui s'intéressent énormément à la traduction, même un peu trop. Ça peut déranger quand on traduit. Il y en a d'autres qui s'en foutent royalement d'être traduit. Et j'ai aussi rencontré une autrice américaine, merveilleuse Lori Moore, qui, elle, cette idée ne lui plaît pas et elle ne préfère même pas y penser. Donc c'est très très difficile de communiquer avec elle. Et pourtant, parce que je t'ai dit, toi, ton écriture est limpide, donc je n'avais pas de questions justement
à part les citations. Et, mais chez Laurie Moore, enfin, il y avait des passages, et nous savons, enfin, l'histoire littéraire nous a déjà appris qu'elle n'écoute pas les suggestions de ses éditeurs, et ça se fait sentir à la traduction. Et donc, alors, c'était un roman que j'ai traduit avec notre cher Franck, justement, et Franck m'a dit, parce qu'il a traduit plus ce livre de Laurie Moore, c'est toi qui lui écris, moi, je lui pose plus jamais de questions. Et donc, on a réduit le nombre de questions. Vraiment, c'était un minimum qu'on lui a posé. Et la réponse était très sèche. Et ça, je n'ai jamais remarqué. En général, les auteurs sont généreux. Elles sont généreuses. Et c'était très sec. Et ce qui m'a stupéfaite, c'est qu'elle n'a pas du tout. Enfin, elle n'a pas compris pourquoi. Et c'est ça m'a mystifié un peu parce que c'est une très grande, enfin, c'est vraiment un très grand écrivain. Comment dire, je comprends hein, que c'est très dérangeant et très gratifiant en même temps d'être traduite parce que tu cèdes ton texte. Évidemment, tu acceptes qu'on en fasse quelque chose d'autre. Mais moi, j'ai la même position pour la traduction que celle que j'ai pour les adaptations théâtrales ou cinématographiques. C'est-à-dire que je veux pas être là comme une espèce de statue du commandeur qui vérifierait qu'on est fidèle à l'esprit et à la lettre de mes textes. Je fais confiance. Cela dit, si un jour on vient me dire que telle traduction est bourrée de contresens, je serai furieuse. Mais c'est pas du tout le cas vous concernant. Moi, ma grande inquiétude au sujet d'Arcadie, mais je t'en ai déjà parlé, c'est que dans la mesure où j'écris, où ma langue est très hybride, c'est-à-dire que je métisse ma phrase constamment de références, de citations, par moments je pastiche des passages de la littérature patrimoniale française, mon inquiétude, c'est que le traducteur soit effrayé, la traductrice soit effrayée par toutes ces références, et je me demande toujours... Comment va-t-elle faire? Comment va-t-il faire? Est-ce qu'il va aller voir la traduction en allemand de Rimbaud ou de Nerval, ou est-ce qu'il va se fier à son intuition et au contexte? Mais bon. Oui, on en a parlé avant cette soirée, et en fait, il s'est avéré que ça dépend. Il y a des contextes où c'est très très bien de pouvoir puiser dans le trésor des anciennes traductions. Et il y a des cas où il faut vraiment retraduire soi-même pour la tonalité, pour le contexte. Mais en tout cas, j'ai été très, très heureuse que Patricia me réclame, par l'intermédiaire de Christian, un exemplaire annoté de mon livre où je lui mettais, voilà, là c'est du Verlaine, là c'est Proust, là c'est Éluard, là c'est Aragon. Après, qu'elle en fasse ce qu'elle veut en faire. Mais pour moi, c'était quand même le signe d'une exigence intellectuelle que de me demander ces annotations. Et j'ai été très heureuse de le faire. Je te remercie encore, non parce que j'avais repéré un certain nombre de citations, mais je n'étais vraiment pas sûre de les avoir repérées toutes. Et c'est vrai, grâce à toi, j'en avais loupé quelques-unes, effectivement. C'est normal, et ça n'est pas un problème que les lecteurs ne les identifient pas. Je n'écris pas uniquement pour les profs de français, mais en tout cas, voilà, que la traductrice sache ce qu'il en est, ça me paraissait important. Merci. Tu as regardé l'heure? Je regarde l'heure. Alors, on a encore quelques minutes, si ça ne vous ennuie pas. Parce que j'aimerais bien poser... Voilà, c'est merveilleux parce qu'il y a un nouveau roman d'Emmanuel Bayamaktam, La 13e heure, qui vient de sortir en français. Micro. Ah bon, pardon, excusez-moi. Donc, il y a ce nouveau roman d'Emmanuel Bayamaktam, La 13e heure, qui vient de sortir. Et c'est Christian et Emmanuel en ont déjà discuté justement parce que ce processus donc de métisser, d'hybridiser, je pense que là, c'est poussé à un nouvel ordre. Oui. Donc, est-ce que tu aimerais nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, La 13e heure, qui vient effectivement de paraître en France, c'est l'histoire d'une église fondée par l'un des personnages principaux du roman, dont la liturgie est basée sur la poésie, et en particulier un sonnet de Nerval qui commence par « La 13e revient, c'est encore la première et c'est toujours la seule ». Et donc, au cœur du récit, j'ai quand même construit une espèce de mausolée à la poésie. Donc j'ai fait ce que je fais toujours, mais
puissance 10, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... le texte est infusé, traversé par Aragon, par Éluard, en particulier par toute la poésie un peu élégiaque, la déploration amoureuse, etc. Et effectivement, je sais que ça intéresse Christian, j'espère qu'il le traduira et le publiera ici, mais voilà, j'ai l'impression que ça va être extrêmement difficile à traduire, pour les raisons dont je viens de parler. D'autant que ça se double aussi de références franco-françaises à des chansons qui, à mon avis, n'ont pas traversé les frontières de la variété, de la pop française. Et je me dis, mais que va-t-il faire avec cet objet littéraire un peu étrange? Voilà. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir zusammen auf eine griechische Insel gehen und da schreibt sie an ihrem nächsten Roman und ich an der Übersetzung von diesem und dann gibt es den Austausch unter griechischer Sonne. Und die Losung, die darüber steht, über diesen ganz sicher sehr fruchtbaren Aufenthalt, der euch bevorsteht, ist: Nichts ist unübersetzbar. Also ich freue mich auf die 13. Stunde in deiner Übersetzung, Christian. Und je suis sûre que ce roman sera traduit et publié en Allemagne. Je le sais. Bon, moi, j'en serais vraiment ravie. Und dann hoffe ich, j'espère qu'on se retrouvera ici à l'occasion de cette publication. Il faudra réinviter Emmanuel Bayamaktan. Aurélie est d'accord, Myriam est d'accord. Alors, merci beaucoup. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier toute l'équipe pour cette magnifique soirée. Et je vous remercie d'avoir été aussi patient, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée dans la Maison de France. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.